Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à toutes et tous, nouvel épisode de ce vlog Espace Politique. Aujourd'hui, j'aborderai la crise particulièrement grave à Mayotte. Ensuite, la séquence un peu étrange de François Bayrou à l'Assemblée nationale. J'évoquerai ensuite les menaces à la France insoumise, qui sont de plus en plus dangereuses et brutales. Enfin, j'évoquerai la mobilisation de la communauté éducative du Collège des Capucins pour enfin faire recruter un professeur de français. Ça commence. Bon, je vais commencer évidemment par évoquer la situation particulièrement critique sur l'île de Mayotte. Il y a le cyclone Chido qui a tout dévasté, qui a tout emporté. Les vents étaient particulièrement durs, violents. Beaucoup d'habitations ont été dévastées. C'est des morts que les autorités ont du mal à compter. Donc là, évidemment, l'évidence, c'est de témoigner notre soutien, notre solidarité aux Mahorais qui sont exposés à cette catastrophe. Le point important, c'est que c'est une catastrophe politique. Mathilde Panot l'a dit récemment dans l'hémicycle. C'est une catastrophe politique parce que l'île, depuis trop longtemps, est abandonnée. Les pouvoirs publics sont à la portion congrue. Les populations sont exposées à la précarité, à la vulnérabilité, survivent dans des habitations de fortune, souvent en tôle, ce qui en plus les rend particulièrement vulnérables dès lors qu'il y a un peu de vent et aussi autant de vent qu'un cyclone. Donc tout a été emporté et c'est encore plus dangereux une fois que c'est emporté. Donc là, il y avait une vulnérabilité systémique de bonne partie de l'île et ce qui est grave, c'est que rien n'était prêt pour affronter une telle crise, qui, quoi qu'il arrive, allait survenir. Donc cette catastrophe, elle est naturelle entre guillemets, elle est politique. Et là, le moment, c'est le moment de l'urgence, de la gestion de la crise. Donc les secours sont dépêchés sur place et il est hyper important de faire en sorte que les populations puissent subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, que toutes les garanties de survie soient apportées aux habitants. Mais là, ce qu'il faut aussi penser, c'est la reconstruction, c'est le temps de la reconstruction qui vient dès l'après-crise. Et par-delà ce moment de saisissement, de sidération qui saisit tout le monde, y compris les autorités. Et là, il faut un plan nécessaire, volontaire, pour adapter la ville, les infrastructures publiques aux risques cycloniques qui, quoi qu'il arrive, seront toujours possiblement présents, ces cyclones. Et ça demande une puissance publique qui prend les choses en main de façon très volontaire. Et là, c'est un choc de solidarité, d'action publique qu'il faut lancer sur l'île. La réponse, pour l'instant, c'est une réponse gestionnaire de crise, mais en même temps, vu ce que le ministre démissionnaire de l'Intérieur a dit sur place, à peine arrivé, qu'il s'agissait de lutter contre l'immigration illégale, etc., on se dit que là, il est complètement déphasé et il ne saisit pas du tout l'intensité de la situation. Donc nous, voilà, ce qu'on porte pour l'instant, c'est évidemment un message de solidarité, mais surtout, dès à présent, anticiper, planifier l'adaptation de cet environnement vulnérable au changement climatique et à toute la crise sociale qui dure depuis trop longtemps. Alors mardi, nous avons assisté à une performance oratoire assez étonnante. C'était les débuts de François Bayrou, Premier ministre nommé par Emmanuel Macron après valse, hésitation, tergiversation erratique, dont je passe les détails. C'était assez pénible, ça durait beaucoup plus de jours que prévu. Bayrou était de retour de Pau, puisqu'il avait siégé la veille avec son équipe au conseil municipal de Pau. Il avait fait un aller-retour express en jet privé de la République pour voter les budgets, etc. Bon, déjà, ça posait quand même la situation qui était un peu étonnante. Je pense qu'il y a d'autres urgences que d'affirmer la nécessité de revoir la question du cumul des mandats. Ça fait partie des questions qu'il a abordées tout de suite dans l'hémicycle. Il a voulu
faire montre de responsabilité en répondant à l'invitation de la représentation nationale de présenter ses vues sur la situation en cours. Il a évoqué Mayotte, alors avec beaucoup de... Comment dire, c'était gênant. Il y a eu 2-3 saillies qui sont sorties, mais c'était presque le refoulé colonial. Mayotte qui est en dehors du territoire national. Enfin, c'était assez gênant, mais en même temps très révélateur de son incompétence. Et pourtant, on se dit que ça fait depuis tellement longtemps qu'il se prépare à ce genre de responsabilité. On se dit c'est un peu inquiétant pour la suite. Mais bref, on a eu Bayrou en face de nous. Ça durait une petite heure. L'impression générale qui domine n'est pas simplement du côté du NFP, c'est une forme d'impréparation, d'improvisation. Il est venu presque sans notes. Il était tout seul sur un banc des ministres, seul, déserté de fait, puisque le gouvernement démissionnaire n'était pas invité ce jour-là. Donc on a un nouveau Premier ministre qui est censé former un gouvernement. Alors, au moment où je vous parle, il y a des spéculations, etc. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout à quelle sauce on sera cuisiné. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement Barnier n'a pas passé l'automne. On n'est pas encore en hiver, c'était la formule qu'on employait, il n'a pas passé l'automne. Le gouvernement Bayrou, tel que ça commence mal, il y a peu de chances qu'il passe l'hiver. En tout cas, nous, on va d'emblée, puisque visiblement, il ne veut pas, faire voter la confiance. Donc nous, on va sans doute poser une motion de censure à l'issue de son discours de politique générale, qui doit intervenir le 14 janvier, en principe, donc ça serait peut-être le 16 janvier. Ça, c'est le contexte à l'Assemblée qui est toujours... très instable, très chaotique, et on parle de quoi on essaie d'avoir une vie parlementaire ordinaire, mais le président de la République ne garantit rien, manque encore là aussi à ses devoirs. Il eût fallu nommer enfin un Premier ministre, une Première ministre du nouveau Front populaire, puisque nous l'avons emporté. On le dira toujours, parce que c'est nécessaire de marteler cette évidence. Mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est ce chaos qui est construit, entretenu, organisé au sommet de l'État par Emmanuel Macron. Nous, on fait campagne pour sa démission parce que c'est la seule alternative possible et crédible. Bayrou, finalement, c'est son clown, et il ne passera pas l'hiver, et on fera en sorte de montrer à quel point lui aussi n'est pas à la hauteur de la situation. Alors, un point que je souhaite aborder, parce que j'ai trouvé ça particulièrement révoltant et singulièrement inquiétant. Hier, on a appris, il était présent parmi nous, que la maison dans le Loiret de Jean-Luc Mélenchon a été vandalisée. Des gens, pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas se sont introduits à l'intérieur et ont peint des tags à l'intérieur, ont visiblement détérioré aussi certaines pièces, etc. Donc il y a une enquête en cours, mais on l'a appris ça hier. C'était particulièrement déstabilisant parce qu'on l'a appris en fait par les médias, lui-même l'a appris par des camarades qui regardaient juste la télévision. C'est quand même l'ambiance. Il n'a pas été contacté par les autorités policières ou le maire ou je ne sais qui. Ça, c'est une provocation particulièrement grave. C'était des tags racistes signés. Alors on verra de qui ça vient, et j'espère qu'on trouvera assez vite les auteurs. Mais tout ça, et évidemment, tout mon soutien à Jean-Luc Mélenchon dans cette épreuve, parce que c'est vraiment... on souhaite à personne ce genre de choses. Tout ça intervient dans un contexte qui est toujours plus délétère de polarisation, de fragilisation de toutes les forces progressistes qui, à un moment donné, osent dire les choses. Par exemple, sur Gaza, sur le génocide à Gaza, je pense qu'à un moment donné, ça nous est largement reproché par une partie de la population qui est fascisée à longueur de journée par des médias à la solde de Bolloré et quelques autres. Ça, c'est le contexte et l'atmosphère idéologique particulièrement rance qui, à un moment donné, transforme des mots d'ordre, des discours en actes. Donc là, on a du passage à l'acte avec des menaces qui sont toujours plus ciblées. Or, les députés insoumis particulièrement, il y en a quand même beaucoup qui, aujourd'hui, en fait, sont dans des démarches dans les tribunaux parce qu'ils sont diffamés, parce qu'il y a des menaces de mort aussi. Jean-Luc Mélenchon a été plus que menacé de mort, il y a eu des tentatives d'assassinat.
Donc ça, c'est l'ambiance. Et à un moment donné, il faudrait réaffirmer de façon un peu dure, ferme, les principes de base de la République. Et à un moment donné, ce genre de choses n'est pas du tout admissible. Donc on attend vraiment une réponse des autorités publiques, du ministère de l'Intérieur, qui pour l'instant ne dit rien, vis-à-vis de cette montée en puissance de l'extrême droite, de sa tentation du passage à l'acte, qui là encore pourrait mener à des choses particulièrement affreuses. Donc séquence importante, hein, à un moment donné, il faut dire les choses, et là c'est hors de question, ils ne passeront pas, et surtout pas dans ces conditions-là. Nous, on veut bien se battre avec l'extrême droite, mais ça reste un combat politique. Là, hors de question que ça passe par ce genre d'intimidation physique, ces menaces, cette vandalisation qui est vraiment toute sauf admissible. Alors je voulais aborder dans cette dernière partie de ce vlog la situation que je trouve particulièrement grave au collège des Capucins à Melun. Les élèves de 4e et de 6e, 120 élèves, n'ont pas de professeur stable depuis la rentrée, de professeur de français. C'est une matière évidemment hyper importante. Il se trouve qu'il n'y a pas d'heures qui leur sont consacrées depuis trop longtemps. Les parents d'élèves, les enseignants sont mobilisés et essayent de faire valoir leurs droits les plus élémentaires auprès du rectorat, de l'académie, etc. Pour l'instant, c'est des fins de non-recevoir, ou sinon des professeurs remplaçants qui sont envoyés au compte-gouttes, quelques heures par-ci, quelques heures par-là. C'est évidemment pas suffisant. Ça l'est d'autant moins que les Capucins, c'est un collège en REP+, donc sur lequel il faut mettre encore plus de moyens, avec des élèves qu'il faut accompagner, notamment ceux de 4e qui vont passer leur brevet l'année prochaine, enfin en 3e, et puis les élèves de 6e dont il faut renforcer les compétences de lecture, d'écriture, etc. Donc là, il y a vraiment un dysfonctionnement majeur. J'accompagne la mobilisation en coulisses et ça sera beaucoup plus public à la rentrée si les choses ne bougent pas. Donc je souhaitais publiquement affirmer mon soutien. Et on va tout faire pour que la situation s'arrange. Ça vaut aux Capucins comme ça peut valoir dans d'autres collèges ou lycées ou écoles. Là, c'est finalement une offre de service que je vous fais, chers administrés. Quand une situation survient de ce type-là, il faut vraiment m'envoyer un message. Et moi, je peux être force de proposition et d'alerte vers le rectorat pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Parce que là, c'est hors de question que nos élèves n'aient pas le minimum qu'ils sont en droit d'attendre de l'éducation nationale. Voilà, je finis là-dessus et on continuera à se battre. D'ici 2025, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous trouverez le temps de vous retrouver en famille, dans la convivialité, etc. Ne parlez pas trop de politique à table, hein, parce que ça peut par moments épuiser tout le monde. Passez du bon temps et on se retrouve en 2025, vaillant, combatif. Il y aura beaucoup de pain sur la planche. À bientôt.